Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue en compagnie, encore une fois, de Charles Dagneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir deux sujets qui sont pas vraiment reliés, comme ça nous arrive souvent, mais on peut y voir aussi un lien avec le monde du divertissement. On peut aller en profondeur aussi. Et on va aller en profondeur, puisque moi, je vais parler de la vraie histoire du fantôme de l'opéra. Là, il y en a qui se disent, quoi, c'est pas un roman, ça? Je vais y revenir. Et ensuite, toi, avant ça, tu vas nous parler de tourisme, quelque chose qui marche moins bien ces temps-ci, mais toi, tu as le tourisme sous-marin. Tourisme, oui, et aussi l'aventure de l'aspect divertissement ludique de cette technologie. En fait, s'aventurer sous la mer, ça a toujours été une activité qui a été présente, surtout depuis même l'Antiquité. Le premier touriste sous-marin, si on veut, en fait, selon la légende, parce qu'il n'y a aucune démonstration historique de ça, ça serait notre Alexandre le Grand. Il avait fait fabriquer supposément une cloche en verre qu'il a nommée Colympha, 330 ans avant Jésus-Christ. Mais pourquoi il a fait ça? En fait, c'était pas nécessairement pour aller inspecter les défenses sous-marines de la ville de Tyr, donc il faisait le siège à l'époque. Mais il y avait une curiosité bien naturelle d'aller visiter le monde sous-marin. Et lors de son expédition, la légende dit toujours que lorsqu'il est remonté, il a dit on s'en sortira pas. Le monde du dessous sous-marin est exactement le même que celui du dessus. Les petits poissons mangent les gros. Et moi, je vais être le gros poisson. Alors voilà, la légende est un peu autour de ça. Suite dans l'histoire, évidemment, il y a eu toute une question de militarisation sous-marine. C'était ça qui était plus important à l'époque. On faisait peut-être un petit peu d'exploration pour récupérer des biens qui étaient quand même à très faible profondeur. Parce que là, on transigeait pas avec la pression, là. D'ailleurs, et dans le cas d'Alexandre lui-même, on a prêté à cet exploit-là un objectif militaire qui était d'inspecter des défenses de la ville de Tyr. Puis, il faut dire aussi qu'Alexandre a essayé et réussi jusqu'à un certain point à se faire passer comme d'origine divine, il fallait lui attribuer des exploits surhumains. Et toutes sortes de légendes se sont greffées sur Alexandre par la suite. Suite à ça, les Romains, eux autres qui étaient aussi très forts militairement, avaient des équipes de plongeurs qui s'appelaient des urinatores. Qui, eux autres, étaient vraiment des troupes de choc, là, les bérets verts de l'époque, et puis ils pouvaient se maintenir sous l'eau un certain moment avec des vessies gonflées d'air faites en peau d'animaux. Ceci étant dit, on voit déjà qu'il était capable de compresser un peu d'air, mais aucune notion, bien que Archimède, à l'époque, quelques centaines d'années auparavant, avait établi ses principes. On continue dans l'histoire. Au Moyen Âge, il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits pour s'aventurer sous les eaux, des armures, entre autres, et puis différents soufflets de forge, là. Combien ça a fait de victimes exactement? Les cloches sont apparues à ce moment-là, ce qui nous amène aux tourelles d'observation. Ça a été utilisé pendant des centaines d'années. D'ailleurs, suite aux grandes batailles navales, arrivaient ceux qui allaient grappiller puis remonter surtout les pièces d'artillerie qui étaient très, très, très recherchées. Beaucoup d'équipements aussi et surtout les trésors engloutis. Combien de millions dorment encore au fond des océans? Les Espagnols ont été très importants dans le développement de cette technologie-là pour récupérer tous les bateaux transportant de l'or du Mexique ou de l'argent du Mexique ou des colonies qui ont coulé au large de la Floride, notamment. Au 19e siècle, parce que là, on va sauter beaucoup d'années, il y a l'aspect ludique un peu qui est apparu. Le scaphandrier, l'explorateur des profondeurs à l'époque, c'était l'aventurier suprême. Il s'aventurait dans un monde obscur, mystérieux et sombre, et puis lorsqu'il remontait à la surface,
il racontait des histoires. On peut dire que la grande majorité de ces histoires-là étaient inventées de toutes pièces. D'ailleurs, on l'a su quelques années plus tard avec certaines expéditions de Jacques-Yves Cousteau qui a démenti mais les scaphandriers, alors on a vu apparaître un nombre de jouets, etc. Il va falloir attendre le 19e siècle pour voir vraiment, à ce moment-là, l'aspect forain de la chose. Parce que là, la technologie va avoir quand même une certaine importance. Là, il faut comprendre que quand on s'aventure sous les eaux, c'est comme aller dans l'espace. En bas de 3 mètres, on commence à rencontrer d'énormes difficultés. Si on prenait un tuyau d'arrosage, puis on se mettait ça dans la bouche, on descendait à quelques profondeurs sous l'eau, on serait incapable de respirer pour des raisons physiques qui sont démontrées depuis très, très longtemps, la pression. Alors, à Luna Park, qui était à Coney Island à l'époque, un des 3 grands parcs d'attractions qui attiraient des milliers de personnes. C'était très populaire. Il y avait un étang et puis on a fait un genre de petit train sous-marin. C'est un rail. Il existe très peu d'informations sur ce premier manège sous-marin. Alors, c'était des petites cabines étanches, seulement où elle était ouverte sur le dessus et puis ça donnait un peu un regard. On pouvait vivre un peu l'expérience sous-marine. C'était nouveau à l'époque. Les gens payaient pour aller voir ça, même s'ils s'enfonçaient de quelques pouces seulement. Il y avait toutes sortes d'autres activités aussi. C'était à ce moment-là, plus des manèges thématiques. Il n'y avait pas d'eau parce que la difficulté était majeure. Il y a eu aussi un autre type de manège qui était une piscine circulaire avec les mêmes petites cabines ouvertes sur l'atmosphère, mais avec des hublots sous l'eau. Et il se promenait dans un tunnel inondé avec des peintures sous-marines de chaque côté. Les enfants aimaient ça, même les adultes, il y avait l'impression que c'était comme ça le monde sous-marin. On va aller après ça à Atlantic City. Là va apparaître la première et véritable cloche de plongée pour s'amuser. C'est un dispositif qui fonctionne avec de l'air comprimé, qui comprend aussi tous les dispositifs de sécurité, les portes étanches, les hublots, et on va descendre nos visiteurs à environ 8 mètres maximum. Et ils vont pouvoir admirer à travers l'eau verte et les piliers du fameux Steel Pier, vivre un peu l'expérience de voir un poisson, mais c'est surtout le soleil à travers l'onde aquatique qui crée l'expérience. Même, c'était tellement populaire que des couples ont été se marier à l'intérieur de cette cabine-là. Mais le vrai thrill, si on veut, c'était la remontée parce que c'était un bouchon flottant. Alors, on la libérait du fond, puis là, elle remontait, puis ça rebondissait, puis là, les gens criaient. Il y avait des microphones à l'intérieur qui faisaient entendre des cris à l'extérieur au public qui allait entrer. Et alors là, ils disaient « Oh, c'était peurant. » Et ça, ce type d'activité-là a fonctionné pendant des années et des années. Au début du 20e siècle, il y a eu un ouragan qui a endommagé la cloche en question. On en a importé une de Californie qui avait été fabriquée par le même inventeur. D'ailleurs, il existe très peu de brevets liés à ces développements sous-marins-là. Parmi les Luna Park, Steeplechase puis Coney Island, il y avait le 20,000 Leagues Under the Sea, qu'on connaît, c'est 20 milieux sur les mers, basé cette fois sur Victor Hugo, évidemment. Il y avait aussi Voyage au pôle Nord, mais ça, ce n'était pas des attractions sous-marines comme telles. On recréait artificiellement. Un autre aspect de ça qui m'a fasciné, c'est ce qui a porté le nom de Brighton et Rottingdean Seashore Electric Railway. À l'époque, on traversait en Angleterre entre différents lieux de villégiature à l'aide de traversiers et de différents bacs. Et un inventeur a eu l'idée en 1901 de faire traverser le quai au complet au lieu de simplement traverser. Ça a donné une invention qu'on a immédiatement nommée le Daddy Long Legs, à cause exactement que c'était un quai sur rail
entre deux localités qui faisaient le service. Et puis ça va quand même avoir fonctionné assez longtemps. Et puis, lorsque les nouveaux systèmes de transport plus performants sont arrivés, cette curiosité-là, les gens allaient là par tourisme. On prenait pas le traversier, on allait vivre l'expérience de naviguer sur les eaux sans sentir les vagues. Alors, on voyait cette espèce de plateforme sur rail sous-marin qui traversait entre deux localités. Ça devait être quelque chose d'assez impressionnant à voir. Là, on va passer rapidement aussi sur d'autres aspects. Il y a eu le télescope de Marseille. Un télescope, c'est un téléphérique sous-marin. Quelle belle invention, typiquement français. Ça se trouvait en 1967 à 1968 au large de Marseille. Sur plusieurs kilomètres sous les eaux. Alors, on prenait la cabine qui contenait assez d'air pour les 10 minutes de la traversée. Il n'y avait pas de système d'alimentation d'air, mais par contre, les touristes sous-marins étaient accompagnés de plongeurs qui les rassuraient et qui assuraient aussi la sécurité. Il y a eu des aquariums et beaucoup de parcs thématiques. Il y en a un, d'ailleurs, qui s'appelle le Lego Underwater Park. Maintenant, contrairement à un aquarium comme on est habitué, ce sont les visiteurs qui traversent d'une façon sous-marine dans un tunnel transparent. On a un peu ça à des parcs comme SeaWorld. Exactement. C'est un peu l'inverse de la cloche de plongée d'Atlantic City. D'ailleurs, il y a eu d'autres cloches de plongée qui ont été faites, entre autres, au Pacific Ocean Park dans les années 50. C'était un endroit extraordinaire. C'était le style nautique air atomique. C'est quelque chose à voir. On a même installé une immense piscine avec 2 de ces cloches-là qui fonctionnaient constamment. Et c'était une attraction qui est très, très populaire parce que là, on était vraiment en dessous de l'eau, que ce soit à quelques mètres seulement. L'environnement, ceux qui ont eu la chance de vivre une expérience sous-marine, c'est unique. Même si on est à l'intérieur d'un submersible, tout est différent, le son est pas pareil, l'éclairage, la luminosité, en tout cas. C'est une expérience qui est à vivre. Les gens payaient vraiment pour aller vivre. C'est au point qu'à l'heure actuelle, sur la mer Baltique, il existe un restaurant gondole qui permet d'aller en vivre l'expérience. Pour terminer, de nos jours, il y a eu un genre de compétition des profondeurs dans les hautes sphères de la finance et du commerce, entre autres. En 1960, on a atteint l'endroit, le fond de la cave de la planète, qui est la fosse Challenger dans un archipel qui s'appelle les Mariannes dans le Pacifique. Alors, c'était une expédition scientifique qui a duré quelques secondes et puis on a atteint l'endroit le plus profond. Il y a eu une controverse à propos d'un poisson, etc. Aujourd'hui, c'est-à-dire récemment, en 2019, James Cameron a reproduit l'exploit commandité par la prestigieuse compagnie Rolex. Donc, en secret, des ingénieurs australiens ont développé le submersible. En fait, c'est une caméra des profondeurs, quoi s'attendre d'autre de James Cameron. Et puis, il a recréé l'exploit, mais cette fois, il a été vraiment filmé d'une façon qui est très, très, très haute résolution, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et puis, pour pas laisser en compte, un des explorateurs modernes, un dénommé Victor Vevesco, avec la compagnie de submersibles Triton, ont développé le premier submersible avec une profondeur illimitée, sa certification étant illimitée. Donc, lui, il l'a inauguré en plongeant lui-même et recréant l'exploit finalement d'Alexandre le Grand, mais il s'est aventuré beaucoup plus profond. Il y a eu d'autres explorations, d'autres aussi aspects ludiques sur ça, mais ça va être une autre histoire. Dont le président Poutine qui a réitéré l'exploit d'Alexandre le Grand. Oui, merci de le rappeler, dans justement un submersible Triton aussi. Mais toi, tu vas nous amener dans d'autres profondeurs. Là, effectivement, je suis en train de me dire que c'était un peu peut-être un autre lien qu'on pouvait faire entre nos deux sujets. Là, le mot, j'ai parlé du divertissement, mais il y a aussi, on va aller dans les profondeurs. Pas tout à fait les mêmes profondeurs, mais il y a de l'eau aussi. Mais on va parler de la vraie histoire du fantôme de l'opéra. Bon, là, les gens disent, voyons donc, le fantôme de l'opéra, c'est un roman.
Effectivement, c'est un roman, c'est une fiction. C'est un roman qui est paru d'abord en feuilleton dans un journal français qui s'appelle Le Gaulois, à partir de septembre 1909 jusqu'à janvier 1910, et ensuite a été édité en volume la même année et a reparu dans des journaux, dont l'Écho d'Alger du 16 mars 1925 au 23 avril 1925. Résumons l'histoire. D'abord, c'est une œuvre de Gaston Leroux, qui était un auteur de romans policiers, suspense, souvent avec une dimension fantastique, mais un fantastique qui était toujours expliqué. Gaston Leroux était un auteur vraiment dans la tradition rationaliste française. Alors, l'histoire. Pendant une représentation, un machiniste est retrouvé pendu. La direction doit se rendre à l'évidence, la direction de l'opéra. Un fantôme ou un homme machiavélique nommé Éric hante le théâtre. Certains affirment avoir vu le visage déformé de cet être qui ne semblerait pas être humain. Peu après, les directeurs de l'opéra se voient réclamer 20 000 francs par mois de la part d'un certain fantôme de l'opéra, qui exige aussi que la loge numéro 5 lui soit réservée. Au même moment, une jeune chanteuse orpheline nommée Christine Daae, d'origine danoise, recueillie par la femme de son professeur de chant, est appelée à remplacer une diva malade, la Carlotta. Elle incarne une Marguerite dans Faust de Gounod. Elle fait une performance éblouissante. Or, elle est effrayée. Un jeune homme qui est secrètement amoureux d'elle, qui s'appelle le vicomte Raoul de Chagny, c'était toujours des aristocrates dans les romans de cette époque-là. Elle confesse l'histoire suivante. La nuit, une voix mélodieuse l'appelle. Elle entend son nom et cela lui suffit pour inspirer son chant. En outre, l'ange de la musique, comme elle l'appelle, visite fréquemment sa loge. Elle affirme avoir entretenu l'être qui l'accompagne dans son art. Mais Raoul et Christine ne tardent pas à découvrir que cette voix est celle du fameux fantôme nommé Éric, un être au visage hideux. Ancien prestidigitateur, il s'est réfugié dans son royaume souterrain, sous l'opéra, pour y composer une œuvre lyrique. Passionnément épris de la jeune Christine, il l'enlève et l'emprisonne dans son repère des sombres profondeurs. Raoul de Chagny, aidé par un individu qu'on appelle simplement le Persan, se lance à la recherche de la jeune femme et doit affronter une série de pièges diaboliques conçus par le fantôme, qui est un grand maître des illusions. Mais on finit par pousser Éric, le fantôme de l'opéra, au repentir. Donc, ça, c'est l'histoire. C'est une fiction, évidemment, sauf que Gaston Leroux s'est inspiré d'éléments réels. Une bonne fiction, il faut qu'il y ait des éléments réels dedans. Stephen King, c'est ça aujourd'hui, qui situe toujours ses histoires dans le quotidien le plus ordinaire. Alors, par exemple, lorsqu'on a construit l'Opéra de Paris, sous Napoléon III, on a découvert une ancienne rivière souterraine, ancien affluent de la Seine, sous le site de construction. Ça rendait le terrain marécageux, ça menaçait la stabilité du bâtiment. Alors, on l'a transformé en réservoir, un immense lac souterrain, isolé par des murs, ce qui renforce l'édifice, puis évite les infiltrations en même temps dans l'opéra. Alors, aujourd'hui encore, ce lac-là est toujours là, évidemment. Les pompiers drainent le lac 2 fois par an pour éviter qu'il monte et aussi pour protéger les poissons qui y vivent. Puis entre ce lac et le sol, il y a 5 étages de galeries souterraines. 5 étages. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Il y a de quoi se perdre. Dans le roman, Éric le fantôme a participé à la construction de ce réseau et le connaît par cœur. Leroux ajoute que les ouvriers auraient découvert un cadavre en décomposition présentant des signes de déformation, qui selon lui serait Éric. L'opéra l'aurait fait enterrer dans la fosse commune pour éviter une mauvaise publicité. En fait, on a effectivement apparemment trouvé un cadavre lorsqu'on a fait les travaux, mais c'était possiblement le cadavre d'un communard, donc des gens qui avaient fait une tentative de révolution à Paris en 1871 et qui ont été fusillés en grande partie, et que ce serait un de ceux qui a été tué lors de ces événements-là. Mais bon, il y a un cadavre qui a été trouvé, effectivement. Ensuite, il y a des incidents qui sont arrivés à l'opéra. En 1896, lors d'une représentation,
il y a un des contrepoids d'un grand lustre en cristal. Il y avait un immense lustre en cristal au-dessus de la salle. Ça tient par des contrepoids. Il y en a un qui s'est détaché et le lustre a tombé sur les premiers rangs, tuant une femme et blessant plusieurs personnes. Et on n'a jamais pu établir la cause de l'accident. On a pensé que c'était peut-être l'usure, mais c'était pas si vieux, l'opéra, à l'époque. On était un peu étonnés. On a même envisagé que ça pouvait être un attentat. Ça n'a jamais pu être prouvé. Alors, dans le roman, il y a une des scènes, justement, un lustre qui tombe sur la scène et au pied d'une chanteuse qui va être effrayée. Et c'est le fantôme qui a arrangé ça parce qu'il veut éliminer une rivale de sa bien-aimée. Le personnage principal, Christine Daae, la fameuse jeune chanteuse, semble être inspiré d'une chanteuse qui a réellement existé, Christina Nilsson, une soprano suédoise. Christine Daae était danoise, on reste dans la Scandinavie, qui est d'origine paysanne, Christina Nilsson, comme Christine Daae dans le roman. Et Nilsson, sa mère est morte alors qu'elle était enfant, puis elle a accompagné son père sur les routes en jouant du violon. Elle a été adoptée par un mécène à la suite de la mort de son père. Elle a suivi des cours de chant et devient une soprano, faisant carrière à travers l'Europe. Elle a épousé un noble espagnol. C'est presque identique à l'histoire de Christine Daae dans le roman de Gaston Leroux. Puis évidemment, à l'époque où Gaston Leroux a écrit, on parlait beaucoup de fantômes. En France et ailleurs, entre autres les médiums, ça marchait très fort, faisaient soi-disant apparaître des spectres, etc. Mais Leroux, c'est un sceptique. Alors, son personnage, son fantôme, c'est un être humain en chair et en os. Alors, donc, il s'est inspiré de faits réels qu'il a tricotés à travers sa fiction pour créer un des classiques de la littérature fantastique. Le fantôme de l'opéra a eu une postérité importante. Deux pièces de théâtre qui ont été tirées depuis 100 ans du roman, 12 comédies musicales. La première, en 1949, était allemande, de Phantom der Oper, de Arndt Gerber et Paul Wilhelm. Il y en a eu une autre dans les années 76, 84. Il y en a eu d'autres, plusieurs depuis, dont celle qu'on connaît, dont on a l'air principal qui nous trotte dans les oreilles pour des mois quand on l'a entendu une fois. Donc, The Phantom of the Opera. Il y a eu un ballet, Le Fantôme de l'Opéra, en 1980. Et le cinéma, évidemment. 9 films ont été produits sur Le Fantôme de l'Opéra. Le premier, c'est un film américain. Étonnant d'ailleurs, c'est un roman français, mais les Français ont à peu près pas fait de film à partir de ça. C'est souvent le cas de leurs sujets fantastiques et de science-fiction d'ailleurs. C'est souvent les Américains qui les adaptent. Le Fantôme de l'Opéra, donc, film américain de Rupert Julian, 1925, film muet, qui a vraiment créé l'image du fantôme. D'ailleurs, dans ce film, on a simplifié un petit peu l'histoire, mais c'est en gros, donc c'est la version muette. Il y a eu ensuite une version 1943 de Arthur Loban que j'ai vue et qui est, je dois dire, quand ça commence, on a envie de rire parce que le premier opéra qu'on nous montre, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau aux commerciaux de bière qu'on voyait à la télévision au Québec dans les années 70-80 avec des gens qui chantent en levant leur verre, là. Mais bon, c'est le film de 1943. Mon préféré, celui de 1962, le film de Terence Fisher pour la Hammer Film. C'est vraiment, à mon avis, le meilleur, dans lequel le fantôme est déformé parce qu'il a été défiguré en recevant de l'acide par quelqu'un qui lui a volé ses partitions pour faire une symphonie, un opéra sur Jeanne d'Arc. Il y en a eu d'autres après. Il y a eu une version, un film italo-hongrois. Il y a eu The Phantom of the Paradise, film musical de Brian De Palma. Et il y en a eu bien d'autres pour la télévision aussi. 2 séries télévisées. Le Fantôme de l'Opéra en 1983, puis un autre de 1990. Des téléfilms, plutôt, des films pour la télévision. Il faut mentionner aussi des films inspirés d'eux.
notamment au Québec, on a l'assassin jouait du trombone, qui est en partie inspiré du fantôme de l'opéra et en partie d'un autre roman de Gaston Leroux, La poupée sanglante. 14, dans le domaine de la musique, 14 œuvres, soit des symphonies, soit des disques de musique rock, etc., depuis 1978. Et 4 albums de BD aussi, qui ont été inspirés du fantôme de l'opéra, entre autres 2 mangas japonais et 2 albums français aussi. Alors donc, une grande postérité pour le fantôme de l'opéra, qui, comme je mentionne, est un roman, est une fiction, mais qui est inspiré d'éléments qui sont arrivés autour de l'Opéra de Paris où l'action se déroule. Tu me fais penser que dans le film Phantom of Paradise, le fantôme est défiguré par une presse à disque de vinyle. Oui, c'est vrai. Alors, on voit que c'était assez ouvert pour pouvoir adapter ça de différentes façons. D'ailleurs aussi, ça me rappelle les maquettes Aurora. Évidemment, il y avait le fantôme de l'opéra qui tenait son masque. Alors, toute l'histoire est un peu concentrée comme ça dans le personnage, le concept aussi des souterrains. C'est beaucoup ça. Pour ceux qui ont eu la chance de lire l'œuvre de Fournier. De Leroux. Leroux, excusez-moi, oui. Oui, puis il faut ajouter que si on pense au film de la Hammer, les souterrains jouent un rôle très important là-dedans, avec les personnages qui s'en vont dans l'eau jusqu'à la poitrine. Des sombres histoires. Oui, vraiment de très sombres histoires. Mais c'est ça aussi, c'est qu'un roman qui a assez de souplesse, une histoire qui a assez de souplesse pour qu'on puisse l'adapter de toutes sortes de façons. C'était le cas de la plupart des grands classiques. On a seulement à attendre l'adaptation au 21e siècle maintenant. C'est ça. Voilà. Mais il faut dire aussi que c'est la caractéristique des grands classiques que de pouvoir être adaptés de toutes sortes de façons. Et sur ce, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit bonsoir. Restez à l'écoute de TVCBF et à la semaine prochaine. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.